Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Gérard Mordia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes romancier, cinéaste. Vous venez de publier Les lois du capital au Seuil avec Bertrand Rotté. Vous avez aussi co-réalisé avec lui ce film documentaire passionnant, Travail, salaire, profit. Les analyses et des travaux de chercheurs du monde entier qui interrogent les concepts de l'économie. C'est passionnant, je le disais, c'est très accessible et c'est surtout utile parce que vous donnez aussi des clés de compréhension qui sont autant d'armes intellectuelles pour déjouer aussi ce monde qui se construit en dehors ou en tout cas sans les travailleurs. D'abord, une question d'actualité. Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Qu'est-ce que ça dit du rapport de classe, de la classe dirigeante au monde du travail ? Je crois que tout est dit dans la phrase d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que, effectivement, pour ceux de sa classe et de sa condition sociale, le travail est une occupation respectable et qui permet de vivre très largement. Il n'a, à mon avis, aucune idée de ce qu'est la réalité concrète de ce que font la majorité des salariés en France, où justement toute la différence que nous essayons de faire dans l'épisode sur le travail entre ce qu'est le travail, parce que le travail porte en lui une part de création, de responsabilité individuelle, et l'homme, enfin le genre humain, a toujours travaillé et travaillera toujours. C'est pour ça que lorsque on lit dans certains livres la fin du travail, c'est absurde. Ce serait la fin du travail, c'est la fin de l'humanité. C'est différent avec l'emploi. L'emploi, c'est en réalité un protocole qu'il faut répéter à l'identique et sur laquelle la personne qui est employée n'a pas prise d'une certaine manière. Pour m'expliquer plus clairement, quand un sculpteur sculpte, il travaille. Quand une femme remplit des formulaires dans une maison d'assurance, elle a un emploi. Eh bien, pour Emmanuel Macron, l'emploi n'existe pas, le travail existe, parce que le travail est évidemment auréolé de grandeur et d'invention. C'est intéressant parce que justement dans le premier volet sur le travail, le poids des mots est important, vous le dites dans cette première partie. Dans les 3 volets, on comprend bien que les mots ont changé sur le monde du travail. Qu'est-ce que ça révèle, cette évolution sémantique, justement ? La révolution sémantique qui est portée par tous les laudateurs du néolibéralisme est ouvertement une arme. C'est une arme, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir lu De la guerre de Clausewitz pour savoir qu'il ne faut pas parler la langue de l'adversaire. Or, l'adversaire, le néolibéralisme, nous enferme dans son langage. Un langage dont le chef-d'œuvre absolu est le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est en réalité un plan de licenciement. Mais on finit par adopter ça. Et cette chose qui, moi, me choque toujours autant, que les syndicalistes acceptent d'être désignés comme partenaires sociaux. Partenaires de quoi? De qui? Non, ils sont des adversaires sociaux. S'ils ne sont pas des adversaires sociaux, il faut qu'ils changent d'orientation. Donc ce langage, finalement, c'est un système de barbelé dans lequel on veut nous cantonner, vivre à l'intérieur de ça, et au-dessus de la porte d'entrée, c'est pas écrit le travail rend libre, c'est écrit il n'y a pas d'alternative. Et c'est ça que je crois qu'il faut combattre. Il y a le poids des mots, je le disais, mais il y a aussi le poids des institutions qui dictent la norme. Je ne le savais pas, mais c'est dit dans le documentaire. L'OIT considère que quelqu'un qui est rémunéré plus d'1 heure par semaine, il est considéré comme un employé. Oui, mais je pense qu'ils ont cherché la définition, de mettre la barre le plus bas possible pour arriver à définir ça, parce que ça a une conséquence ensuite sur les études statistiques qui sont faites, et à partir du moment où on peut faire rentrer dans les statistiques des gens qui sont employés ne serait-ce qu'1 heure, eh bien ça fait mathématiquement baisser le chômage, et donc ça satisfait les politiques qui peuvent se vanter de ce qu'ils font. Ça vient de là, tout simplement. Et ça renvoie aussi à cette idée que désormais, l'emploi peut être ramené à rien, simplement n'être que l'exécution des ordres, des donneurs d'ordre. Le modèle
profond qui travaille tout ça et qui le travaille depuis longtemps, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est l'intermittence du spectacle. Pourquoi ça a duré tellement longtemps et pourquoi ça dure encore cette question? Parce que l'intermittent, c'est quelqu'un que l'on peut embaucher ou débaucher simplement sur un ordre et qui n'a pas d'horizon au-delà de la journée travaillée. Alors pour que ça fonctionne, et là on en vient à une question assez amusante de grammaire finalement, pour que ça fonctionne, pour que l'emploi tel qu'il est pensé aujourd'hui, eh bien, il ne doit pas y avoir de futur. Hein, comme les contrats à 0 heure ou comme les mini-jobs en Allemagne, il n'y a pas de futur. C'est la journée et rien d'autre. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de passé. Il ne faut pas qu'il y ait de code du travail, il ne faut pas qu'il y ait de loi de protection des salariés. Donc on enlève le passé. On voudrait nous faire vivre et on veut nous faire vivre et on tente chaque jour de nous faire vivre dans une sorte de présent virtuel dont le temps serait uniquement commandé par les entrepreneurs. Enfin, bien sûr, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est un combat, peut-être même une guerre, parce qu'on sait que celui qui maîtrise le temps maîtrise l'histoire. Regardez, quand l'Empire romain devient chrétien, la première mesure des empereurs, c'est de changer le temps. Avant, on calculait le temps d'après l'anniversaire de l'empereur. À partir de ce moment-là, on le calcule à partir d'un point théorique qui serait la naissance de Jésus. Et le monde entier devient chrétien. Donc on voit que toutes ces choses-là sont imbriquées aujourd'hui et qu'on est dans un monde où finalement on veut sans arrêt nous contraindre à rentrer dans un modèle où, bien entendu, le profit est toujours l'horizon indépassable. Frédéric Lordon, l'économiste, dans le documentaire, dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « Dans la vie ordinaire, les gens demandent un emploi. Dans la théorie économique, les salariés offrent un travail. » Qu'est-ce que ça raconte, cette double lecture du monde du travail, justement? Ça dit très bien ce que dit Lordon. Il dit c'est mettre les choses cul par-dessus tête, d'une certaine manière. Mais parce que, là aussi, et d'ailleurs c'est une des choses que Marx n'avait pas vraiment pointé, parce que Marx suppose une sorte d'égalité entre l'employeur et l'employé. Mais c'est... Galbraith l'a dénoncé et beaucoup l'ont dénoncé ensuite. Il n'y a aucune égalité. On veut nous faire croire qu'il y a une égalité entre celui qui cherche du travail et celui qui offre un emploi. Bien entendu, parce que il y en a un qui a une nécessité vitale, absolue, de travailler, et l'autre qui peut ou ne pas embaucher. Donc il y a là un déséquilibre total, et là on essaye de masquer la violence de cette relation en renversant les termes. Ça pointe ça. Vous êtes déjà allé sur le marché de l'emploi? Je vous pose la question parce que pour les économistes que vous interrogez, le marché du travail est une fiction théorique. Oui, c'est une fiction théorique parce que c'est vrai que, parce que quand on dit le marché de l'emploi, évidemment, on a l'impression du marché aux esclaves, avec les gens alignés, lui, pas un autre, etc. Et donc c'est vrai que c'est une fiction théorique, mais Galbraith le dit très bien, c'est une chose qui sert à tout et à n'importe quoi pour les économistes, pour tout justifier. Il y aurait un marché, et comme le marché est le dieu actuel, que le marché a toujours raison, eh bien si on dit un marché de l'emploi, un marché du travail, c'est une vision positive. Mais en réalité, on sait bien que c'est une pure fiction. Alors, il existe, on peut dire, un marché du travail quand on voit dans certains pays, et même en France, par exemple, des journaliers attendre devant des loueurs de machines où il y a des camionnettes qui viennent pour chercher, embaucher 3 mecs pour venir sur un chantier. Là, on peut dire, oui, il y a un marché, ils les achètent comme au marché. Mais sans ça, oui, bien sûr, c'est une fiction. La sociologue Danielle Linhart, que vous interviewez, nous explique qu'après 68 s'est opéré un véritable virage du côté du patronat. Presque inquiet était-il de cette revendication, dit-elle en tout cas, ne pas perdre sa vie à la gagner. C'est là que le patronat a continué de chercher un moyen d'exploiter la main-d'œuvre avec son consentement et a procédé justement à l'individualisation du marché du travail, de l'organisation du travail et des salariés. Pourquoi ne pas avoir fait un travail, ou en tout cas un documentaire ciblé sur cette question qu'elle pointe du doigt, qui est effectivement l'ubérisation de la société? Le travail que l'on fait, forcément, a d'immenses lacunes
et des vides, bien entendu. C'est impossible de tout aborder. Et on aborde dans un des épisodes la question de l'ubérisation et tout. Mais la question que pointe Daniel Linhart est celle de l'individualisation. C'est-à-dire comment, après 68, après le traumatisme majeur pour le patronat français de 68, l'idée a été d'abord de fractionner les entreprises pour éviter les grandes concentrations ouvrières. Donc on a fractionné les entreprises, ça a été un premier mouvement d'éclatement, et puis on a individualisé sous un prétexte de rendre justice au personnel, à leur qualité, à leur invention, à leur productivité. On a dit maintenant, on va vous considérer individuellement. Et en vous considérant individuellement, en réalité, on a organisé la concurrence entre tous. Parce que d'abord, il y a eu l'individualisation des tâches. Alors, un tel faisait ça, l'autre faisait ça, l'autre faisait ça. Donc ça crée évidemment des tensions. Puis ensuite, l'individualisation des salaires. Alors là, le salaire n'était plus le même. Puis l'individualisation des primes. Donc tout ça a fait exploser la solidarité ouvrière, salariale qui existait et qui avait produit mai 68. Et c'était ça la véritable chose. Alors ça c'est un mouvement. Le mouvement suivant auquel nous assistons aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire la création du statut d'auto-entrepreneur, qui est une monstruosité d'une certaine manière, parce que l'individu à ce moment-là devient son propre exploiteur. Et c'est hallucinant. Et si on va jusqu'au bout de ça, et nous l'avons développé dans notre livre sur les lois du capital, ça repose sur ce concept qui a émergé aussi, qui est du capital humain. Vous, moi, nous tous, nous avons un capital que nous sommes incapables d'exploiter. Et si on pousse ça jusqu'au bout, ça veut dire que, puisqu'on peut très bien vivre aujourd'hui sans un œil, sans un rein, sans un poumon, etc., les pauvres ont tort de se plaindre, mais ils se plaignent alors qu'ils ont à leur disposition tout un capital qui pourrait le faire fructifier. Alors Becker, qui a eu le prix, entre guillemets, le prix Nobel d'économie, lui appelait à un marché régulé. Parce qu'il n'est pas idiot, il sait bien que ce marché des organes, par exemple, existe, et le marché du sang existe, mais pour l'instant, c'est une chose de la mafia. Mais il appelait à un marché régulé, mais l'idée elle-même est stupéfiante. Et bien ça, c'est le point d'aboutissement de l'individualisation qui commence après 68. Ce que vous dites aussi, c'est que justement, à travers cette ubérisation, on crée une société d'entrepreneurs et qu'aujourd'hui, les rapports ne se font plus d'entrepreneurs à salariés, mais d'entrepreneurs à entrepreneurs. C'en est fini du salariat ? Enfin, le salariat, je ne sais pas si c'en est fini du salariat, mais le salariat est terriblement combattu. Là encore une fois, parce que le salariat suppose d'une part la responsabilité de l'employeur, autant que celle du salarié, et que le salariat amène à l'obtention de droits, à la sécurité, au salaire, bien entendu, aux revenus, etc. Et que c'est ça qu'on veut enlever complètement. Mais il y a pour moi un exemple très frappant de cela, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs procès qui ont été plaidés pour ça avec les transporteurs. Ça a été les premiers utilisateurs du statut d'auto-entrepreneur, parce que le patron disait à son chauffeur, eh bien, tu vas devenir ton patron, tu vas devenir quelqu'un comme moi. L'autre, évidemment, n'avait pas d'argent, donc le patron lui vendait le 35 tonnes. Donc le type s'endettait vis-à-vis de celui qui était son patron pour rembourser le 35 tonnes. Et il devenait effectivement lui-même son patron. Mais en même temps, il devenait aussi le principal fournisseur de son ex-patron, puisqu'il devait rembourser. Sauf que son ex-patron lui disait « Ah bah attends, maintenant on est patrons tous les deux, alors évidemment on peut pas travailler au même tarif, t'as vu les Polonais à combien ils travaillent ?» Donc ça a été plaidé parce que les types arrivaient à rouler 80, 90 heures, ne s'arrêtaient jamais, etc. pour gagner moins que 400 euros par mois. Et ça a amené évidemment, ils perdaient tout, ils se suicidaient, enfin ça a été une chose comme ça. Ça c'est le très bon modèle de cet auto-entrepreneuriat où chacun d'entre nous devrait
encore une fois être l'entrepreneur de soi-même. J'aime beaucoup l'expression que cite Alain Supiot, qui disait que dans le droit romain, ce genre de choses qui existait déjà d'une certaine manière, c'était de devenir esclave à soi-même. Je pense que tout est dit là. Dans la fin du chapitre 2, enfin du deuxième volet, vous abordez la question de la robotisation et de la disparition d'un certain nombre de métiers. Et on apprend que 10% de la force du travail suffirait aujourd'hui à produire les biens dont nous avons besoin. Est-ce que ça plaide justement pour un meilleur partage du travail? Je crois qu'il y a 2 ou 3 points qu'il faut absolument approfondir. D'une part, vous avez raison sur le temps de travail. Parce que c'est très frappant de voir que des gens aussi différents, justement, que, par exemple, le patron de Jack Ma, le patron de Alibaba, qui est un des plus grands, sinon la plus grande entreprise de vente par correspondance, que l'anthropologue Marshall Salins, que Galbraith, tous déjà ont dit on pourrait très bien travailler 4 jours par semaine et à peu près 14 heures en tout, et on pourrait produire toujours autant de biens pour que rien ne change, que chacun vive comme il vit. Mais c'est vrai que cette lutte sur le temps de travail, qui est une lutte essentielle, d'abord, je fais une petite note de bas de page pour noter que messieurs Hollande et Valls, parmi les choses désastreuses qu'ils ont fait, ont renoncé à cette lutte. Et ça paraît incroyable alors que c'est la lutte historique de la classe ouvrière. Donc, évidemment, baisser le temps de travail officiel, hein, bien sûr, pour effectivement partager le travail. Et je parle bien du travail, pas de l'emploi. Donc, pour partager le travail, non pas pour des raisons morales, mais tout simplement pour que chaque citoyen puisse avoir le sentiment de participer à la richesse de la nation. Or, on voit que ce sentiment, enfin cette envie, ce désir de participer à la richesse de la nation, ça existe aujourd'hui à travers tout ce qui est de l'ordre du bénévolat. Les gens ont envie de servir la cause commune. Or, pour des raisons alors strictement idéologiques ou politiques, on veut au contraire, mais comme au XIXe siècle, que les gens travaillent le plus longtemps possible pour ne pas être dans les rues à manifester, et on veut évidemment que la retraite se prenne le plus tard possible. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, mais on voudrait que chacun travaille jusqu'à 75 ans, etc. Parce qu'on n'ose pas dire, eh bien aujourd'hui, réduisons le temps de travail. Je crois qu'en Norvège, le temps de travail est de 29 heures, enfin officiellement, hein, ça ne veut pas dire qu'on travaille 29 heures, mais après on rentre dans les heures supplémentaires. La Norvège, à mes yeux, n'est pas le pays le plus défavorisé de l'Europe, quoi. Donc il y a ça c'est essentiel. D'abord baisser le temps de travail. Le deuxième point qui va avec ce partage du temps de travail, c'est évidemment de redonner au service public la place qui devrait être la leur. C'est vraiment essentiel parce que même si on ne rêve pas à un monde idéal où chacun aurait selon ses besoins et que malheureusement il peut rester une échelle de salaire entre ceux qui gagnent le plus d'argent et ceux qui en gagnent le moins, mais pour ceux qui ont les revenus les plus bas, pour que la vie soit possible, il faut des services publics puissants. Or, depuis M. Sarkozy, je ne parle que de la France, le trio maudit Sarkozy, Hollande, Macron n'ont qu'un objectif, c'est de détruire les services publics. Détruire le service public à l'hôpital, à l'école, dans les transports, dans les postes, etc. Et ça, évidemment, c'est une position, encore une fois, purement idéologique, d'éloge ahurissant à mes yeux, du privé qui, en toutes circonstances, serait supérieur au travail public. Quand on pense à l'hôpital, on se dit mais il faut vraiment être fou parce que s'il y a une chose qu'on peut admirer en France, c'est la qualité des personnes qui travaillent dans l'hôpital public. C'est quand même une chose exceptionnelle qui devrait être servie, etc. Donc il y a ça. Et puis, au bout de cela, il y a bien entendu l'augmentation nécessaire des salaires. Mais cette augmentation nécessaire des salaires, dès que vous exposez une idée comme ça, vous entendez les cris ahuris du patronat français, du MEDEF, de ceux qui sont ses porte-parole dans les médias pour dire que ça va amener la France à la ruine. Mais dans les lois du capital, on rappelle qu'en mai 68, où les salaires ont connu une augmentation quand même très importante,
eh bien, la France ne s'est pas écroulée. Au contraire, ça a été même une année de prospérité extraordinaire. Donc, il y a ces 3 points-là. Dans le 3e et dernier volet du documentaire, il est question c'est la question des salaires que vous évoquez. La question du revenu universel d'existence revient souvent. C'est pour vous, justement, le prochain combat, le combat à mener de la gauche, le revenu universel, compte tenu de l'évolution du monde du travail, justement? Enfin, c'est en tout cas une discussion. Personnellement, je ne suis pas très favorable à l'idée d'un revenu universel. Tout simplement, je crois là aussi que chacun doit avoir le sentiment que ce qu'il fait, ce qui est son travail, produit non seulement des objets ou des services, mais aussi produit pour lui des revenus. Si soudain il y a un revenu universel, je crains que cela soit une manœuvre, et ça a été souvent dénoncé comme ça, pour imposer finalement une vision ultralibérale du monde, puisqu'à partir du moment où vous aurez ce revenu universel, cela suppose que vous vous preniez, là encore une fois, entièrement en charge. Il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus de retraite, c'est à vous de créer les éléments pour ça. Donc je suis assez réticent à cette idée. En même temps, je me dis qu'il y a sans doute dans l'idée de réinventer une forme de salariat pour des choses qui aujourd'hui sont du pur bénévolat, amènerait un point, disons, équivalent sans être l'automatisation du revenu universel. J'ai une dernière question, Gérard Morvillat. C'est une question qui me taraude depuis que j'ai vu ce triptyque, ce documentaire. La question est posée dans le film, alors je vous la pose. Est-ce que le travail de l'être humain est encore nécessaire au capitalisme? Et sinon, n'est-ce pas l'État qui détient le pouvoir pour mettre fin au capitalisme? Le travail de l'être humain, à mes yeux, est évidemment indispensable tout simplement à la survie de l'espèce humaine. Alors, est-ce que c'est indispensable au capitalisme? Le capitalisme, depuis toujours, rêve d'un monde où il n'existerait plus de salariés, plus de syndicats, plus d'obligations publiques d'aucune sorte, et où on ferait de l'argent avec de l'argent. On voit ce que ça a donné, par exemple, pour la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, effectivement, il y a ça. Le problème de l'État, c'est qu'aujourd'hui, on assigne à l'État un rôle très étrange, puisque l'État n'est plus le garant des libertés publiques, il n'est pas celui qui doit organiser, ou au moins tenter d'organiser, une égalité souvent introuvable entre les citoyens. Non, il est celui qui doit réguler le marché. Donc on est, enfin bon, les Allemands, l'ordolibéralisme allemand, c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce que défendait, la position que défendait par exemple M. Juppé. Hein. Et donc on voit bien que l'État est à la remorque des forces financières et des forces économiques. Et donc je ne crois pas qu'on puisse attendre grand-chose d'une, entre guillemets, révolution qui viendrait de l'État et qui modifierait les règles du commerce et les règles financières internationales. Et je crois que, au contraire, c'est évidemment aux citoyens de s'emparer de cela et de renverser la table, les chaises, etc. Mais ça porte en soi, et je crois que ça sera inévitable, ça ne se fera pas sans violence. C'est inévitable. On ne peut pas penser que ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir à la fois sur la finance, sur les entreprises, mais aussi le pouvoir sur la violence publique, étatique, etc., y renonceront par vertu. Vous trouvez que les mouvements sociaux tels qu'ils se déroulent aujourd'hui sont encore trop timides? Oui, les mouvements sociaux que l'on voit aujourd'hui restent dans le domaine purement protestataire. Si nous voulons transformer le monde tel que nous invitait à le faire Karl Marx, il faut passer à autre chose parce que ça ne se passera pas sans ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça et je veux dire, on ne voit pas comment pourrait exister une révolution pacifique, parce que ça supposerait, je le dis, une vertu qui n'existe évidemment pas à l'intérieur du capitalisme. Jamais. Merci beaucoup Gérard Morvillat. Merci.